Je me présente, du coup, je m'appelle Eva Fonseca, je suis interne en troisième semestre d'anesthésie et réanimation. Et je vais vous présenter du coup un topo portant sur la thrombasthénie chez les femmes en âge de procréer. Donc pour commencer, on va avoir un petit cas clinique. Donc c'était une femme de 31 ans qui présentait une thrombasthénie de Lanzmann depuis l'enfance et qui était dans un parcours de PMA et qui allait recevoir une ponction d'ovocytes. Donc il y avait tout un protocole qui avait été discuté auparavant avec les hématologues, les anesthésistes et les chirurgiens obstétriciens. Avant la ponction, il fallait s'assurer d'avoir une quantité suffisante de Novoseven, prévoir une hospitalisation, faire un contrôle de la NFS une semaine avant le geste et commencer l'acide tranexamique la veille au soir, qui sera continué ensuite jusqu'à 10 jours post-geste. Le jour de la ponction, il fallait refaire un bilan, notamment un bilan martial, et administrer le Novoseven 5 à 15 minutes avant le geste à la dose de 8 mg IVL sur 3 minutes, avec une hémostase, et s'assurer d'une hémostase locale par les chirurgiens. Et enfin, après la ponction, il y avait toujours du Novoseven qui devait être administré, cette fois-ci à la dose de 6 mg en IVL, toutes les 2 heures, puis toutes les 3 heures, puis toutes les 4 heures, puis toutes les 6 heures, pendant les 24 heures suivantes, avec un bilan à effectuer à J1 et à J2, et toujours l'acide tranexamique à poursuivre. Donc cette patiente a effectivement eu sa ponction folliculaire sous anesthésie générale le matin, qui s'était plutôt bien passée, il n'y avait pas eu d'épanchement, pas de saignement vaginal, une partie de l'hémoglobine à 11,7 g par décilitre, et elle était remontée en fait dans son service d'hospitalisation. À 18h40, il y a les anesthésistes qui ont été appelés pour un malaise avec un pic douloureux. À leur arrivée, il y avait des constantes qui étaient normales. Il y a une échographie qui avait été faite qui ne retrouvait pas d'épanchement, et l'hémoglobine était plutôt stable à 11,4 g par décilitre. Donc il y a eu une prise en charge de la douleur, et c'était à peu près tout. Et à 1h30 du matin, cette fois-ci, il y a de nouveau un appel pour une douleur abdominale. Et à l'arrivée, cette fois-ci, il y avait une tachycardie à 100 par minute, avec une pression artérielle qui était encore dans les normes. Et par contre, à la biologie, une hémoglobine qui était à 10,5 g par décilitre. Du coup, devant ce tableau, quelle serait votre hypothèse diagnostique principale ? Risqué à dire saignement. Oui. Donc c'était un hémopéritone, donc qui a été pris en charge ensuite par la suite. Donc la thrombasthénie de Glanzmann, en fait, ça fait partie des thrombopathies, donc ce qui a différencié des thrombopénies, où il y a une anomalie de la numération. Là, c'est vraiment une anomalie au niveau de la constitution, on va dire, des plaquettes. Donc il y a les thrombopathies qui sont acquises, souvent c'est des origines médicamenteuses avec des inhibiteurs, des anti-agrégants plaquettaires, des antidépresseurs, et il y a certaines hémopathies également qui donnent ces tableaux. Et après, il y a les thrombopathies qui sont constitutionnelles, où là, il va y avoir des soucis au niveau de l'adhésion, de la sécrétion ou de l'agrégation. Et nous, dans notre cas, c'est un problème au niveau de l'agrégation qui ne pourra pas se faire. Donc c'est une maladie hémorragique héréditaire rare, il y a moins de 500 patients en France, et dans un registre qui avait été fait en 2019, il y avait 1832 femmes dans le monde. C'est une transmission qui est autosomique récessive, donc il y a une atteinte qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, et ça concerne surtout les ethnies à forte consanguinité. Le mécanisme, comme je l'ai dit précédemment, c'est un défaut d'agrégation plaquettaire qui va être lié en fait à une anomalie quantitative ou qualitative des glycoprotéines 2B3A, c'est-à-dire en fait des intégrines alpha 2B, bêta 3. Et donc là, en fait, sur les schémas, on voit bien que ces glycoprotéines en fait servent à l'agrégation plaquettaire via la liaison aux fibrinogènes. Et dans le cas de la thrombasthénie de Lanzmann, en fait, il y a ces glycoprotéines sont dysfonctionnelles ou trop peu présentes, et donc l'agrégation ne pourra pas se faire. Donc il y a 3 sous-groupes dans la maladie. Il y a les anomalies quantitatives d'un côté, avec le type 1 qui représente moins de 5%, pour lequel il y aura moins de 5% d'expression des glycoprotéines alpha 2B, bêta 3, qui est le plus grave. Il y a le type 2 où là il y a une expression résiduelle des glycoprotéines entre 5 et 20%. Et d'un autre côté, il y a l'anomalie qualitative, donc c'est appelé soit la variante, soit le type 3, et là c'est un défaut qualitatif. Et donc toutes ces anomalies, en fait, elles sont liées à des mutations homozygotes ou hétérozygotes composites dans des gènes qui s'appellent les ITGA2B, ITGA3A, qui codent pour ces glycoprotéines. Et donc ça se situe au niveau du chromosome 17. Le diagnostic va reposer sur 3 piliers principaux. Donc d'une part l'histoire familiale, mais ça va surtout permettre d'éliminer les diagnostics différentiels qu'on verra juste après.
Au niveau de la clinique, ça va essentiellement être des saignements cutanéo-muqueux qui vont apparaître rapidement après la naissance, à type d'épistaxis, de gingivorragie, de purpura, et plus rarement, il y aura hématurie et hémorragie digestive. Et pour les adolescentes, il y aura des ménorrhagies qui vont apparaître dès les premières ménages. Et au niveau biologique, en fait, le diagnostic se fera sur une absence ou une diminution de l'agrégation plaquettaire. On quantifiera du coup l'expression des glycoprotéines via la cytométrie en flux ou le Western blot. Et il y aura aussi une anomalie, une analyse génétique qui sera faite via une biologie moléculaire. Donc les diagnostics différentiels, comme dit précédemment, c'était les autres thrombopathies constitutionnelles et les thrombopathies acquises. Mais la plus importante, c'est surtout la maladie de Willebrand, parce que c'est la plus fréquente des maladies constitutionnelles de l'hémostase. C'est quand même 1% de la population. C'est un déficit quantitatif ou qualitatif en facteur de Willebrand associé à un déficit en facteur 8. Donc le facteur de Willebrand, pour rappel, c'est le facteur qui permet en fait aux plaquettes de se lier au sous-endothélium, qui permet ensuite l'agrégation plaquettaire. C'est une transmission cette fois-ci qui est autosomique dominante, donc c'est pour ça qu'on pourra faire la distinction avec l'histoire familiale. Et c'est également des saignements cutanéo-muqueux qui apparaissent dans l'enfance. Donc finalement, c'est une maladie assez rare, mais il y a quand même eu une revue systématique qui avait été faite en 2011 par CIDIC, qui en fait rapportait un peu, qui avait cherché un peu tous les cas de thrombasthénie Glanzmann pendant la grossesse, et il y avait aussi des séries de cas, mais en général c'était inférieur à 5 personnes. Ça s'est fait sur une période de 1963 à 2008, donc c'était assez ancien. Et il retrouvait un âge médian des femmes d'environ 27 ans. Souvent, elles étaient primipares dans 3/4 des cas. Elles présentaient une alloimmunisation dans 73% des cas. Je reviens juste après pour vous expliquer. Et finalement, il y avait autant d'accouchements par voie basse que de césariennes, sachant que les césariennes urgentes, c'était essentiellement pour des anomalies du rythme cardiaque fœtal ou des défauts de déclenchement. Il y avait également des prophylaxies contre les hémorragies du postpartum dans 78% des cas, essentiellement basées sur des transfusions plaquettaires et plus rarement sur du Novoseven ou alors l'association des deux. Dans ce rapport, dans cette revue systématique, il n'y avait pas vraiment de relation entre le mode d'accouchement et les saignements. Donc finalement, les femmes enceintes, comment va se baser leur prise en charge? Donc ça va commencer dès la période préconceptionnelle avec une évaluation avant la grossesse qui sera faite par un bilan, notamment une NFS et un bilan martial, pour essayer de corriger une éventuelle anémie ou carence martiale. Il faudra rechercher tous les antécédents, s'il y a eu des grossesses précédentes, notamment voir s'il y a eu des hémorragies du postpartum, s'il y a eu des thrombopénies fétales ou autres, pour évaluer les risques maternaux et fœtaux. Vérifier aussi s'il y a eu des transfusions récentes, parce qu'il y a un risque d'alloimmunisation avec des anticorps anti-plaquettes qui vont être en fait de deux types essentiellement. Ça va être les anticorps anti-HLA et les anticorps anti-alpha-2b bêta-3. Et donc de faire ce dépistage, ça va nous permettre aussi d'ajuster le traitement. Faire également une évaluation ORL pour essayer au mieux d'optimiser la prise en charge des saignements per grossesse. Et enfin, il y aura une consultation en fertilité pour le couple, parce que comme j'ai dit précédemment, en fait, les femmes en âge de procréer, elles sont en général mises sous pilule œstroprogestative pour inhiber leur ménorrhagie. Et donc, dans le but d'une grossesse, il y aura l'arrêt de cette pilule œstroprogestative avec des risques de saignement importants. Donc, il faut quand même s'assurer qu'il y ait une grossesse qui puisse être obtenue de façon naturelle. Donc là, ce schéma reprend un peu tout ce que je viens de dire dans la partie bleue. C'était vraiment la prise en charge préconceptionnelle. Et grâce en fait à cette prise en charge, à ce premier bilan, on va pouvoir en fait évaluer si la grossesse est plutôt à haut risque de complications ou à bas risque de complications. Dans le cas d'une grossesse à haut risque de complications, en fait, ça va surtout concerner les grossesses où il y a des antécédents d'hémorragie du postpartum ou alors d'hémorragie intracrânienne chez le fœtus. Et dans ce cas-là, et même les grossesses, où il y a beaucoup d'anticorps anti-alpha-2b bêta-3, et dans ce cas-là, il y aura une information qui sera donnée à la patiente concernant les risques liés à cette grossesse et même plutôt voir une contre-indication à la grossesse. Dans l'autre cas, il y a les grossesses à plus faible risque de complications. En tout cas, dans ce cas-là, la prise en charge elle sera multidisciplinaire, en rappelant quand même à la femme les risques encourus pour elle et pour son bébé. Sachant que toute cette prise en charge se fait dans des centres de référence avec une équipe, comme j'ai dit, multidisciplinaire. Donc, pendant la grossesse, il y a en fait les anticorps anti-alpha-2b et bêta-3 qui vont passer en fait à travers le placenta et donc ils pourront se retrouver dans la circulation fœtale.
D'où le fait qu'il y a un monitorage des anti-alpha-2b et bêta-3 qui vont être faits régulièrement, environ une fois par mois. Et en fait, si jamais la femme a déjà présenté des antécédents d'hémorragie intracrânienne fétale lors des précédentes grossesses, il y aura un traitement prophylactique par IGIV et plus ou moins corticoïde qui sera débuté entre la 12e et la 16e semaine d'aménorrhée. S'il y avait des antécédents de thrombopénie néonatale ou que la patiente présente des anticorps anti-alpha-2b et bêta-3 élevés, dans ce cas-là, il y aura le même traitement mais qui sera administré un peu plus tard entre la 20e et la 22e semaine d'aménorrhée. Ensuite, il y aura des échographies fétales également qui vont être répétées au moins une fois par mois entre 16 et 18 semaines d'aménorrhée, surtout à la recherche en fait, de l'hémorragie intracrânienne qui est la complication la plus redoutée au niveau fétal. Concernant les saignements, bien entendu, les femmes ont une contre-indication à l'aspirine, même si elles ont déjà présenté des prééclampsies ou des grossesses précédentes avec des anomalies placentaires. Le risque de fausse couche est identique à la population générale. Et si jamais il y a une histoire de consanguinité et qu'il y a besoin de faire un diagnostic anténatal, dans ce cas-là, on privilégiera plutôt l'amniosynthèse par rapport au prélèvement des villosités chorielles. Et s'il y a des saignements pendant la grossesse, ce sera de l'acide tranexamique au 2e ou 3e trimestre de grossesse, parce qu'au 1er trimestre, finalement, il n'y a pas eu de preuve pour la sécurité avec ce médicament. Concernant le mode d'accouchement, bien entendu, il y a une contre-indication à l'anesthésie périmédulaire et le mode d'accouchement va essentiellement être guidé par l'indication obstétricale. Il y a quand même quelques exceptions, c'est si jamais il y a un risque élevé de thrombocytopénie fétale, s'il y a un antécédent, s'il y a des anticorps anti-alpha-2b bêta-3 qui sont élevés ou qu'on a une hémorragie intracrânienne à l'échographie. Dans ce cas-là, on privilégiera plutôt la césarienne. Dans les autres cas, ce sera l'accouchement par voie basse en évitant tout ce qui est extraction instrumentale et les prélèvements au scalp sur le bébé. Il y a quand même 40 à 50% d'hémorragie du postpartum chez ces femmes atteintes de la thrombasthénie Glanzmann. Du coup, il y aura une prévention aussi qui va reposer sur l'acide tranexamique et le Novocévon, plus ou moins combiné en fait avec des complexes plaquettaires d'aphérèse HLA compatibles. Au moment de l'accouchement, en fait, il y aura une prise en charge qui sera faite pour la prévention de l'hémorragie et qui va reposer essentiellement donc, sur les antécédents de la patiente et sur les anticorps, la présence d'anticorps anti-alpha-2 bêta-3 et ou alors le risque d'avoir cette présence, d'avoir ces anticorps. Si jamais du coup la patiente présente ces anticorps, dans ce cas-là, on va plutôt commencer le traitement par du Novocévon, en une dose entre 80 et 120 microgrammes kilo à peu près toutes les 2-3 heures, en évitant toutes les manœuvres traumatiques, que ce soit pour la femme ou pour le fœtus. Et si jamais les saignements sont trop importants, il faudra dans ce cas-là rajouter des transfusions plaquettaires. D'un autre côté, si on n'a pas ce risque ou si on n'a pas ces anticorps anti-alpha-2b bêta-3 qui sont élevés, on pourra commencer par les transfusions plaquettaires et si l'hémorragie n'est toujours pas contrôlée, on pourra rajouter du Novocévon. Sachant que toute cette prise en charge au cours de l'accouchement, elle est faite concomitamment en fait, à la prise en charge préventive de l'hémorragie du postpartum, avec encore une fois l'acide tranexamique qui sera administré et les utérotoniques, avec la quantification des saignements et tout ce qui va autour de ça. Concernant du coup les hémorragies du postpartum, il y a des études, notamment une étude de Walk dans l'hémophilie en 2016 qui a montré que le fait d'avoir de l'acide tranexamique jusqu'à 3 semaines postpartum permettait de diminuer le risque d'hémorragie du postpartum tardive. Les limites de cette étude quand même c'était que c'était essentiellement en fait, c'était des femmes avec des troubles de l'hémostase mais essentiellement des hémophilies de type A ou B et il n'y avait que 3% de dysfonction plaquettaire. Ensuite, les autres traitements importants, ça va être quand même de prévenir la récidive des ménorragies, en tout cas la reprise des ménorragies, avec un traitement hormonal à débuter précocement en postpartum, qui reposera essentiellement sur le DU ou le lévonorgestrel, étant donné que la pilule œstroprogestative est contre-indiquée en postpartum dans les 6 semaines en raison du risque thrombotique, et parce qu'il y a des contre-indications liées à l'allaitement. Donc si on reprend le traitement, donc on a vu la transfusion plaquettaire, finalement au début, initialement, c'était le traitement standard, comme on a vu dans l'étude de Sidic. On privilégie toujours les transfusions plaquettaires HLA compatibles, et comme on a vu précédemment, les limites, c'est la résistance aux transfusions par l'alloimmunisation, qui est quand même présente dans 20 à 30% des cas, la transmission d'agents pathogènes, même si maintenant c'est un peu moins le cas, et la disponibilité, notamment dans les contextes d'urgence. Du coup, l'alternative, c'était le Novocévon,
qui présente en fait un mode d'action qui va être double. Il y aura une action en fait qui va se faire sur une voie dépendante du facteur tissulaire, où là ça va enclencher toute la cascade de la coagulation. Il y a une autre voie où c'est le Novoseven en fait qui va venir se fixer à la surface plaquettaire, qui va activer directement le facteur 10A à la surface plaquettaire, et donc ça va permettre en fait l'apport de fibrine en fait en grande quantité directement au niveau du site d'action. Et cette fibrine, en se liant cette fois-ci aux glycoprotéines de type 1B, va permettre l'agrégation plaquettaire. Le Novoseven, donc il y a une étude de Poon en 2020 qui a étudié un peu l'efficacité du Novoseven. Donc elle se basait essentiellement sur le registre des thrombasthénies Glanzmann qui avait été fait de 2007 à 2011, qui était prospectif post-marketing observationnel et international. Et donc au final, il y avait 133 patients qui étaient traités avec du Novoseven. Et ils ont montré que, en tout cas, ils ont vu qu'il y avait une efficacité qui était similaire aux transfusions plaquettaires, que ça permettait quand même de prévenir l'auto-immunisation et que les effets indésirables étaient certes présents, mais assez, on va dire, assez rares. Il y a eu seulement un événement thromboembolique sur les 133 patientes, une seule réaction allergique et une inefficacité dans environ 1,4% des cas. La dose recommandée, c'était entre 80 et 120 microgrammes kilo, c'est administré toutes les 2 heures. En tout cas, il y a des schémas thérapeutiques spécifiques qui sont en général faits par les hématologues en fonction de chaque patient et de chaque risque de saignement. Donc finalement, pour résumer un peu la prise en charge des épisodes hémorragiques chez les femmes enceintes, si jamais on a un saignement, on va toujours privilégier en fait en première intention le Novoseven, parce que comme on a dit, ça permet en fait d'éviter l'alloimmunisation. Si le saignement est contrôlé par le Novoseven, on poursuit le Novoseven, encore une fois adapté selon le protocole écrit par l'hématologue. Et si jamais il y a une poursuite du saignement, dans ce cas-là, on devra rajouter les transfusions plaquettaires afin de contrôler le saignement. Donc finalement, pour conclure, la thrombasthénie de Glanzmann, c'est une maladie qui est rare, il y a un manque d'études interventionnelles. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est très important à retenir, c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire, donc en concertation en fait avec l'équipe chirurgicale, l'équipe d'anesthésie, les hématologues, avec un protocole qui va être adapté à chaque personne et chaque situation. Très important aussi, les anticorps anti-alpha-2 bêta-3, ça va vraiment être un déterminant majeur de la prise en charge. Faut savoir aussi qu'il faut plutôt privilégier le Novoseven par rapport aux transfusions plaquettaires. Et il y a des nouvelles thérapeutiques qui vont peut-être voir le jour avec les inhibiteurs des FcRn. C'est des récepteurs qui sont situés au niveau du placenta et qui en fait normalement permettent le passage des immunoglobulines du sang maternel vers le sang fœtal. Et donc en les inhibant, on pourra en fait sursoir à l'alloimmunisation, enfin en tout cas au passage des anticorps anti-alpha-2 bêta-3 vers le fœtus et donc prévenir le risque de thrombopénie fœtale. Voilà, je vous remercie.